Quelque part, depuis l'une des 191 prisons françaises, un détenu nous a contactés. Il est incarcéré pour plusieurs années, mais n'a pas de sang sur les mains. Il est musulman, se dit non Charlie, non djihadiste. Plusieurs conversations, dont une enregistrée. Rien de plus facile, car comme de très nombreux détenus, et bien que cela soit interdit, il possède un téléphone en prison. Il s'est grimé lui-même pour ne pas être reconnu. Nous avons flouté l'image et modifié sa voix. Il condamne les événements de la semaine dernière et veut alerter l'opinion. La prison est un foyer de radicalisation. Des surveillants, des gens qui tuent, des policiers, qui ont la haine contre la France. Ils ont cru à l'islam, ils sont mis dedans, et ils ont voulu donner un sens à leur vie, ils ont préféré mourir en martyr, que leur vie n'avait pas de sens. Et il y en a plein, bien sûr. Aujourd'hui, en prison, à part le bon Dieu, on ne peut plus croire en rien. C'est ça le problème. La radicalisation, elle est bien profonde. Moi, aujourd'hui, je vais témoigner de comment ils nous mettent en cage. Ils nous mettent en cage, ils nous vendent des chiens agressifs. Quand on sort, on les pouvoir lutter, qu'on ne peut plus les blesser. C'est comme ça dans 10 ans, c'est la guerre, c'est sûr. Il y a des guerriers là en prison, ils attendent leur sortie. Amédi Koulibaly à Vincennes. Mehdi Nemmouche, soupçonné de la fusillade du musée juif à Bruxelles. Mohamed Merah à Toulouse. Tous sont passés par la casse-prison avant d'agir. La détention produirait-elle des djihadistes en puissance? Karim Mokhtari, 37 ans, est éducateur. Son travail, c'est notamment d'aider des personnes confrontées à ce phénomène. Ce jour-là, il a rendez-vous avec une mère inquiète pour son fils de 16 ans, qui a été placé dans un centre éducatif fermé, après son arrestation pour trafic de stupéfiants. Elle craint qu'il ne se radicalise après s'être converti à l'islam. Karim Mokhtari sait de quoi il parle. Il a passé 6 ans de sa vie derrière les barreaux pour braquage. Au moment des faits, en 1996, il a 18 ans. En prison, il fait la rencontre d'un détenu qui se proclame guide spirituel salafiste. Et il est venu me voir et il m'a dit « Tu t'appelles comment, mon frère ?» Je lui ai dit « Je m'appelle Karim ». Il m'a dit « Ah, t'es musulman ?» J'ai dit « Pas encore, j'aimerais bien. Si tu veux devenir un musulman, eh ben, on va t'aider. » Karim devient pratiquant. Aussitôt, il reçoit des bons plats, des vêtements, une considération. Quelques mois plus tard, son mentor lui propose l'impensable. Un jour, en promenade, cet imam improvisé parmi les détenus est venu me voir avec un regard que je n'avais jamais vu jusque-là. Un regard très noir, très violent, en me disant « Écoute, mon frère Karim, tu es musulman maintenant. Eh ben, ton rôle, ta mission, c'est de défendre l'islam partout dans le monde. Il faudra tuer les mécréants où tu les trouveras. Et quand tu sortiras, eh ben, il faudra aller t'entraîner. Parce qu'il faudra faire le djihad. » Jusqu'à cet instant, je pensais que l'islam pouvait me sauver. Et lui, il me proposait encore plus de violence que je n'en avais commis dans toute ma vie. C'est à l'instinct que j'ai refusé. C'est à l'instinct, mais tous n'ont pas cet instinct. Sinon, il serait passé quoi? Je pense que j'aurais pu être de ceux qui tuent des gens, tout simplement. Cette réalité vécue il y a 18 ans aurait pris une nouvelle dimension. Dans le nord de la France, ce jeune homme que l'on appellera Stéphane est sorti de prison il y a à peine un mois. Des parents présents, un quartier tranquille, un bac mention bien. Mais Stéphane tombe dans l'héroïne et braque des petits commerces. Opération antiterroriste en Belgique. Il prend 2 ans de prison. Son père d'origine maghrébine est athée, sa mère catholique. Lui qui n'a jamais pratiqué, comprend qu'il vaut mieux en prison se tourner très rapidement vers l'islam. J'aurais pris un régime avec du porc, j'aurais été directement insulté de mes clients. Voilà, t'es un arabe, tu manges du porc, c'est quoi? J'aurais été emmerdé. Donc j'ai fait pour être tranquille. Parce qu'après, le type il va se retrouver en promenade. Il n'a pas respecté la religion. Tout le monde va lui cracher à la gueule. Tout le monde va lui cracher à la gueule. Ah ouais, quasiment tout le monde. Ça fait un effet de groupe après. Selon lui, le recrutement ne passe plus seulement par des imams autoproclamés, mais aussi via les réseaux sociaux, pourtant interdits en prison. On a accès au téléphone, donc via le téléphone, il y a des forums. C'est Internet qui font des lavages de cerveau, comme ils appellent ça.
Sur Internet, de toute façon, qui recrute le plus. Ah oui. C'est comme ça, à distance, que 5 de ses co-détenus auraient été conditionnés pour le djihad. Un mois après leur sortie de prison, ils sont partis en Syrie. Des forums djihadistes, des imams autoproclamés, tous exploitent la fragilité de prisonniers, souvent en manque de repères. Du fond de sa cellule, le détenu qui nous a contactés raconte comment il a été à 2 doigts de basculer. J'ai failli me radicaliser tellement que j'avais la haine, tellement j'étais au fond du gouffre. Et soit j'allais me pendre, ou soit j'allais faire la prière et tout. Et heureusement, le bon Dieu, il m'a pas laissé me pendre, et je me suis mis dans la prière. Et avec des paroles que j'entendais, ça me montait la tête, ça me montait. À des moments, j'ai failli faire des conneries en prison. J'ai failli, vous savez, on peut aller loin en prison. Quel genre de paroles vous entendiez? J'entendais des paroles comme regarde ce qu'ils te font, t'as de la misère, c'est des méchants, ils méritent, tu sors, tu tournes. J'ai failli basculer, mais heureusement, je suis fort mentalement. Selon lui, les plus embrigadés se prépareraient même en prison au djihad en Syrie. Il y en a quelques-uns qui s'entraînent même aujourd'hui pour partir, même, c'est sûr, oui. Ça veut dire quoi, ils s'entraînent? Ça, c'est la réalité. Ils s'entraînent, ils font leur sport, ils se préparent déjà dès maintenant, et puis là, ils ont une condition physique, ils sont prêts. Pour ce détenu, il y aurait pourtant des solutions pour ne pas tomber dans le piège islamiste. Mettez-nous en prison, mais viens-nous, incompétents, des gens qui ont envie de te voir t'en sortir, de nous faire des formations, mettez-nous des psychologues, parce que les psychologues, ça fait du bien à tout le monde. Il faut des trucs comme ça, des gens qui peuvent nous parler, des gens qui sont là pour nous aider, parce que déjà, c'est encadrer les enfants, ça ira bien. Mettez-nous en prison, mais viens-nous. Un remède aux dérives islamistes, ce serait aussi le recours aux aumôniers musulmans, comme Mohamed Loueslati. Depuis 15 ans, il est l'imam de la prison de Rennes. Il est agréé par le ministère de la Justice. C'est l'un des rares à avoir accepté de nous parler. Avant-hier, jour de prêche, il a adapté son texte à l'actualité. La thématique du jour, c'est les caricatures du prophète à l'époque où il était déjà vivant. De son vivant, il a été caricaturé et à la fin, il a tout pardonné, y compris à ceux qui ont assassiné son oncle, torturé, éventré. C'est l'horreur. Et il a tout pardonné. On a l'impression de lire la première page de Charlie. Tout est pardonné. C'est un verset du Coran. C'est inimaginable. Hein. Transmettre ses valeurs, celles de l'islam, c'est son quotidien. Mais depuis les attentats, Mohamed Loueslati doit surtout apaiser les esprits dans cette prison, qui compte une vingtaine d'islamistes radicaux. J'étais interpellé assez énergiquement et j'ai répondu assez énergiquement, parce que c'est quand même moi l'aumônier. Il ne faut pas se laisser déborder aussi. Si je suis débordé une fois, c'est terminé. Il y aurait 600 détenus musulmans dans le centre pénitentiaire de Rennes. Il va prêcher devant une salle dont la capacité est limitée à 40 personnes et s'entretenir avec les détenus qui acceptent de lui ouvrir leurs cellules. Impossible pour nous d'aller plus loin, malgré nos multiples demandes auprès de l'administration pénitentiaire depuis 4 mois. 6 heures plus tard, Mohamed Loueslati a terminé sa journée. Le ministère de la Justice lui verse 900 € par mois. Dans la prison aujourd'hui, l'ambiance était moins électrique que la semaine dernière. Comment on se sent après une journée comme ça? Généralement épuisé, fatigué, usé. On est tout le temps en train de courir derrière l'urgence. Seul, pour 600 détenus. Problème de moyens, de recrutement? Alors que l'islam est de loin la religion la plus représentée en prison, avec 20 000 pratiquants, il n'y a que 180 aumôniers musulmans pour près de 900 aumôniers catholiques. Si on veut lutter contre l'islam des banlieues ou la sous-culture de l'islam, la sous-culture de la violence, il faut des hommes qui occupent le terrain, qui enseignent, qui font leur travail, qui transmettent ces valeurs, ces cultures. Sur les 2 dernières années, le ministère de la Justice a nommé 30 aumôniers supplémentaires.
canaliser le discours religieux, mais surtout détecter la radicalisation dès les premiers signes. C'est la mission des surveillants, comme Sébastien Brandt. 10 ans de métier, dans plusieurs prisons différentes. Quand vous voyez un détenu qui ne veut plus parler à la surveillante, alors que peut-être quelques temps auparavant, il parlait avec la surveillante, et qui ne veut plus que parler à vous, là, vous vous dites, là, il y a un vrai changement de comportement. Certains détenus se mettent à porter la barbe, chose qu'ils ne faisaient jamais. Une épouse qui vient au parloir, qui du jour au lendemain se met en djellaba, qui porte le voile, alors qu'auparavant, elle ne le faisait pas. Ça, ce sont des signes avant-coureurs. Prisonniers en surnombre, personnel insuffisant, le recueil de renseignements est difficile. Il y a en moyenne un surveillant pour 100 à 150 détenus. Une mission d'autant plus délicate que les radicaux opèrent de manière de plus en plus discrète. Toutes les observations des surveillants remontent ici, au siège de l'administration pénitentiaire. Sur les 68 000 prisonniers, 300 détenus islamistes radicaux sont actuellement suivis de près par ce qu'on appelle le bureau du renseignement. Il y a une volonté et une stratégie de dissimulation des actes pour ne pas être repéré. Ça se passe à l'intérieur des cellules, ça se passe d'abord par tout petits groupes. On parle de duo ou de trio, c'est-à-dire qu'entre le radicalisateur et la personne radicalisable, il y a un intermédiaire, mais c'est plus les grandes réunions sur les cours de promenade comme on pouvait par exemple les connaître il y a encore une petite dizaine d'années. Pour éviter qu'ils ne contaminent les autres détenus, l'administration pénitentiaire a décidé, comme ici à Fresnes, de regrouper et isoler les plus extrémistes dans des quartiers spécifiques. Car leur nombre ne cesse d'augmenter. Une cinquantaine d'islamistes ont été incarcérés ces 6 derniers mois, principalement des djihadistes de retour de Syrie.